ça. Et sans transition, j'en profite aussi pour introduire Monsieur Rivier, qui du coup est le secrétaire général de la FFMKR et qui va nous parler effectivement du rôle central des kinésithérapeutes dans la prise en charge de ces patients et des maladies neuromusculaires. Voilà. Merci pour cette transition. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme vous l'avez dit, je suis Rémi Rivier, secrétaire général, mais je suis également donc, kinésithérapeute. J'exerce en libéral à Marseille, voilà, un endroit où il y a de la pétanque, un truc quand même assez sérieux finalement. C'est pas un truc juste pour s'amuser. J'avais peut-être juste deux premières remarques à faire. La première, c'était sur l'accès à la kinésithérapie et de manière très pratico-pratique, on a dans notre profession un problème de rémunération malgré tout. Il faut le dire, on ne peut pas simplement dire qu'il n'y a que des déserts médicaux ou des gens pas formés, etc. On a quand même une grosse problématique à ce niveau-là où le différentiel entre la prise en charge d'une entorse de cheville qui va être somme toute assez simple avec des conséquences limitées dans le temps ne sera pas suffisamment importante par rapport à l'engagement que nécessitera la prise en charge d'une pathologie neurodégénérative. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc c'était le premier point. Et le deuxième peut-être c'était de réagir un peu sur ce que vous avez dit Dorian sur le côté parasportif. Moi c'est vrai que je suis assez attaché à la sémantique et je trouve que quand j'entends que quelqu'un s'entraîne 16 heures par semaine, j'ai pas l'impression qu'il soit parasportif, il est plutôt sportif de haut niveau tout court et je trouve que c'est important. Enfin, moi j'ai été sportif de haut niveau, je vois ce que c'est. Je me dis que peut-être dans les années à venir on parlera plus de Jeux paralympiques mais de Jeux olympiques et que ça sera la même pour tout le monde et que ça sera peut-être une des belles évolutions à venir. Ça me semble effectivement important. Pour revenir sur le sujet dont vous avez parlé Thibaut précédemment, sur cette solution digitale, je pense qu'effectivement elle peut amener beaucoup de confort à des kinésithérapeutes qui auraient peut-être des difficultés à se lancer dans des prises en charge qui peuvent paraître un peu complexes par moment. Je pense que c'est extrêmement complémentaire avec le côté humain que finalement on amène dans cette prise en charge, qu'elle soit à domicile ou également en cabinet. C'est vrai que moi, à titre personnel, comme je le disais, j'exerce exclusivement maintenant à domicile auprès de patients plutôt atteints de maladie de Charcot. Et c'est vrai que par moment, j'ai pu parfois un peu manquer d'outils, d'adjuvants. Alors, on arrive toujours à s'en sortir et à trouver des solutions en échangeant avec les patients. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait compléter en fait vraiment la prise en charge d'un point de vue kiné pour enrichir un petit peu ce que l'on peut proposer. Je voulais également peut-être rebondir sur ce qui m'a amené à prendre en charge ces patients. Moi, c'est vrai que j'avais toujours eu besoin de donner du sens à ce que je faisais et c'est vrai qu'à un moment donné, exercer en cabinet auprès de patients pour qui finalement l'enjeu était simplement peut-être de pouvoir faire leur footing d'ici 3-4 semaines ou pas. Je me suis posé quelques questions et c'est vrai que je me suis engagé en me disant bah voilà, je peux peut-être me porter vers des patients qui en ont plus besoin. C'est vrai qu'on est kinésithérapeute, on est acteur de santé, on n'est pas acteur de bien-être. C'est important de le dire et peut-être de s'en rappeler. Donc c'est vrai que j'ai bifurqué vers ce type de prise en charge et ça m'a quelque part réconforté dans la direction que j'avais prise parce qu'effectivement, on y trouve un sens, on a un échange qui est peut-être plus intense, plus profond avec les patients que ce qu'on peut avoir dans d'autres pathologies que je qualifierais peut-être de plus légères. Comment on peut faire pour prendre en charge ces patients? Moi, c'est vrai que je suis plus, entre guillemets, spécialisé entre guillemets sur la SLA. J'appartiens à un réseau qui prend en charge ce type de patients sur Marseille. C'est vrai que ça peut être un peu complexe. On a d'une part différents profils. On a malheureusement des gens que vous allez voir 2 mois qui vont décéder et je vous cache pas que c'est parfois assez compliqué. Et à côté de ça, on a aussi des patients que j'ai suivis pendant plusieurs années et avec qui j'ai pu quelque part les accompagner, créer du lien, créer une relation professionnelle thérapeutique extrêmement forte. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une patiente que vous voyez au départ, avec laquelle vous pouvez échanger, vous pouvez discuter. Et au bout d'un moment, il arrive un état de la maladie où en fait, elle ne peut plus s'exprimer, par exemple. On est dans ce genre de prise en charge. Donc c'est vrai que il faut bien se rendre compte de ce que c'est en termes d'engagement. Je ne vous cache pas que des fois, quand j'entrais chez moi le soir, quand j'avais 3 à 4 patients atteints d'une SLA, des fois, j'avais besoin d'aller un peu courir dans les calanques à Marseille pour me défouler et me changer un peu les idées. C'était quand même nécessaire. Après, sur la prise en charge, justement, pour éviter un petit peu cet épuisement, on essaye toujours de s'adapter un petit peu aux attentes du patient. J'entendais tout à l'heure l'exemple de cette patiente qui voulait simplement boire de manière autonome. C'est effectivement des choses qu'on peut faire. On essaye au maximum d'échanger
comme je le disais, de créer un lien professionnel et une relation de confiance. C'est extrêmement important et ça rejoint ce que l'on disait sur le côté humain. Je reste persuadé que l'activité physique adaptée sans support humain, ça ne fonctionnera pas. L'activité physique adaptée, c'est un sujet que je suis maintenant depuis plusieurs années en tant que responsable syndical pour les kinésithérapeutes. Et c'est vraiment quelque chose que l'on défend au niveau du syndicat, ce côté humain. Après, un petit mot sur les difficultés. Bon, vous les avez entendues rapidement. La notion d'engagement qui est très forte, la notion un peu d'épuisement, la notion émotionnelle à laquelle on n'est pas forcément toujours formé. C'est vrai que d'avoir des patients qui, alors je vais être peut-être un peu, comment dirais-je, trash, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que quand vous avez 2-3 patients qui dans le mois décèdent, il faut avoir quand même, faut être assez solide mentalement, il faut pouvoir en parler. Alors dans le cadre de ce réseau, c'est là on échange beaucoup avec les infirmiers, les équipes médicales, etc. Et c'est assez important. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés, alors égoïstement pour le professionnel, hein, vous imaginez bien que pour les aidants c'est encore pire. Et aussi ce côté en tant que kiné, sur le réseau auquel j'appartiens, les patients vont en consultation, voient le médecin, voient l'équipe, etc., rentrent chez eux. Nous, il faut savoir qu'on les voit tous les jours, 30 à 40 minutes, et qu'on a les aidants autour, etc., et qu'on a effectivement beaucoup plus d'échanges. Et voilà, il faut assumer tous ces échanges, il faut être capable d'apporter des réponses, d'écouter aussi, de faire preuve d'énormément d'empathie. Et c'est pas tous les jours, pas toujours évident et pas toujours simple. Voilà. Donc ça, c'était plus sur le versant pratico-pratique, mon expérience professionnelle. Après, sur le côté de l'activité physique adaptée, comme je vous le disais, nous, à la FFM-Care, on défend le versant humain de l'accompagnement à la fois des patients, mais également des gens, des patients ALD, maladies chroniques, etc., mais du tout venant, entre guillemets. Ce côté humain, il est indispensable pour enclencher en fait quelque chose qui ensuite peut être pérenne dans la durée. On a distingué finalement au sein de notre profession 2 rôles. D'une part, le rôle d'effecteur, c'est-à-dire ceux qui veulent donner des cours d'activité physique adaptée à leurs patients ou à des gens qui ne sont pas forcément leurs patients, mais qui souhaiteraient en faire. 5 à 10% de notre profession qui souhaiteraient dispenser de l'activité physique adaptée. Et on a imaginé pour le reste de notre profession qu'on pourrait finalement se servir de tous ces kinésithérapeutes qui voient, les kinésithérapeutes c'est à peu près entre 1,5 et 2 millions de séances par jour, donc ça fait quand même du monde, pourrait être une porte d'entrée, un peu une forme de passerelle, à la fois une porte d'entrée dans l'activité physique adaptée, mais pourquoi pas dans le monde de la santé, et cette petite passerelle qui ferait qu'on irait du monde de la santé vers le monde du sport. En tant que kinésithérapeute, ça nous permettrait également de libérer du temps de kiné. On pourrait imaginer que je vois un patient, d'un point de vue kiné, entre guillemets, on va essayer d'améliorer la fonction et plein de choses. Et au bout de plusieurs séances, les choses vont être stabilisées. Et afin de maintenir et de consolider tous ces progrès, on pourrait transmettre, passer la main à un autre professionnel d'APA par exemple, qui permettrait de pérenniser tout ce que l'on a comment dirais-je, obtenu pendant les séances de kiné. Et malheureusement, pour ce faire, il nous faudrait un outil, ça serait le fait de pouvoir prescrire de l'activité physique adaptée. La loi a récemment évolué, on peut renouveler une primo-prescription qui a été effectuée par un médecin. C'est déjà un premier pas. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Les prescriptions d'activité physique adaptée sont trop peu nombreuses. Trop peu de kinés encore savent qu'on peut primo-prescrire. Et voilà, il y a encore des discours un petit peu alarmistes, parfois que l'on entend sur le fait que l'on pourrait mettre en danger des patients en faisant n'importe quoi, en faisant une prescription d'activité physique adaptée. Ce à quoi je peux répondre que de toute façon, dans le renouvellement de la prescription, on peut déjà adapter et modifier la prescription. Donc si on est dangereux, on l'est déjà. Et jusqu'à présent, alors effectivement, ce renouvellement de prescription n'est pas forcément extrêmement efficace sur le terrain, mais on n'a encore jamais entendu personne s'écrouler parce qu'un kiné avait fait une mauvaise prescription d'activité physique adaptée. Donc, au-delà de cette petite boutade, pour nous, effectivement, ça nous paraît important. Il faut savoir que notre formation en tant que kiné a évolué. On est formé maintenant au drapeau rouge, c'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique suffisamment importante, on est en mesure de réorienter auprès du médecin traitant, médecin généraliste ou médecin spécialiste. Donc la mise en danger du patient, on y est sensibilisé, on est formé pour. Donc voilà, maintenant on attend simplement que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Je sais que la période est un peu trouble, mais c'est peut-être dans ces moments-là troubles que les choses vont se décanter. On ne sait pas, en tout cas, on espère. Voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue kiné sur cette journée.
Merci beaucoup, merci à tous. J'aurais peut-être quand même une question pour vous, parce qu'on a beaucoup évoqué les jeux para, l'héritage, hein, le fameux héritage qui est aussi souvent repris par les para-athlètes eux-mêmes. Comment vous le voyez concrètement, cet héritage? Est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que ça va permettre de promouvoir ce type d'activité? Enfin voilà, vous êtes au cœur du sujet, donc quel est votre avis? Moi, ça fait trop longtemps que je suis la sphère de l'activité physique adaptée pour être optimiste. Je suis assez réaliste. J'ai souvent tendance à dire qu'on est dans des manœuvres incantatoires et des choses comme ça, et ça rejoint ce que je disais en fait. Tant qu'il n'y aura pas d'accompagnement humain, tant qu'il n'y aura pas d'investissement financier pérenne, je pense que ça va malheureusement végéter, et qu'il faudra des notions fortes, un engagement fort pour arriver à faire quelque chose. Nous, à la FFMKR, les kinésithérapeutes en règle générale, sont prêts à apporter leur pierre à l'édifice. On est prêt à être cette porte d'entrée qui permet de rassurer le patient et de dire « Mais si, regardez, vous pouvez faire de l'activité physique parce qu'avec le kiné, vous avez déjà fait quelque chose, vous avez déjà bougé, allez-y. Mais derrière, il faut des moyens, et actuellement, on ne les a pas encore. » Donc, je suis désolé, mais voilà, moi, je suis assez pragmatique, réaliste, et ça fait trop longtemps que je dis que je suis ce sujet pour y croire encore de manière naïve. Vous sentez encore cette réserve de la part des patients quand on évoque l'activité physique ou... Comme l'expliquait Fanny, hein, il y a eu un certain temps où on ne recommandait pas. Exactement. Alors, effectivement, on observe ça chez les patients, cette levée un peu de se dire oh là, faut pas que je bouge, je vais me faire mal, etc. Ça, c'est un petit peu rentré dans les mœurs. Après, c'est comment on confond encore trop souvent sport et activité physique adaptée. Le sport de compétition ou l'activité physique adaptée. J'adapte une activité physique au patient pour qu'il puisse la faire. C'est encore quelque chose de différent. C'est pas encore des notions qui sont totalement intégrées, mais ça va venir. Hein. La loi sport sur ordonnance, elle date de 2016. Ça fait pas encore 10 ans. J'imagine qu'il en faudra encore 10 pour que tout le monde ait bien compris, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe dans notre société, et ça prend du temps, et j'espère que tous les gens peut-être qui sont ici réunis aujourd'hui pourront faire passer le message, faire passer ces messages qui sont importants, et à la fois pour la santé de la population, pour la santé des malades et pour les professionnels, enfin voilà, pour tout le monde.